Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau séminaire consacré à la Facilité européenne pour les villes. Je suis Sabine Martorell, je suis chef de projet à l'Association française du Conseil des communes et régions d'Europe. Rogelio, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, Rogelio Bonilla, je suis le point de contact national pour IUCF. Je suis chargé de mission à l'Agence de l'énergie et de l'environnement de Auvergne-Rhône-Alpes. Avant de présenter le programme de la séquence de ce matin, juste quelques rappels techniques. Je vous demanderai de bien veiller à ce que vos micros soient éteints afin d'éviter les interférences. Je vous propose de poser vos questions via le fil de discussion, hein. On y reviendra à l'occasion de deux temps d'échange de questions-réponses. La séquence de ce matin est enregistrée. Bien sûr, les supports et le lien vers la vidéo vous seront transmis à l'issue de la réunion. Je vous propose d'aborder les questions suivantes ce matin. On refera un rappel un peu général du contexte dans lequel ce dispositif est mis en œuvre. Ensuite, Rogelio Bonilla reviendra sur les principaux critères d'éligibilité, d'évaluation des propositions dans le cadre de ce dispositif EUCF. J'en profite pour rappeler que la réunion d'aujourd'hui s'inscrit dans la perspective du prochain appel à projet qui sera publié autour de la mi-mai, hein. Donc, on ne pourra pas rentrer dans le détail des conditions précises, hein, de ce prochain appel à projet, puisque nous devons attendre la publication de l'appel. Mais voilà, on reviendra sur les grandes lignes du dispositif qui ne devrait pas, dans la mesure du possible, beaucoup évoluer. Ensuite, on aura le témoignage, et je les remercie sincèrement d'avoir accepté d'intervenir lors de cette matinée, de Claire Lestra, qui est chargée de mission Habitat durable à la métropole européenne de Lille, et de Yann Chauvin, qui est chargé de développement des énergies renouvelables au Grand Poitiers, et qui présenteront leur projet dans le cadre de dispositifs EICF. Et puis, on terminera par un nouveau temps d'échange. Sur les grandes lignes et le contexte dans lequel le dispositif a été déployé, hein, bien sûr, cette facilité s'inscrit dans le contexte européen actuel, hein, qui est marqué par un certain nombre d'objectifs, hein, posés par la réglementation européenne et les cadres européens, des objectifs en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre qui ont été posés à l'horizon 2030, qui ont été revus dans le cadre de la stratégie, la nouvelle stratégie européenne adoptée par la présidente de la Commission, enfin par la Commission européenne et sa présidente Ursula von der Leyen, le pacte vert, hein, européen, qui fixe un objectif de neutralité climatique à l'horizon 2050, hein, qui est décliné dans le cadre d'un certain nombre d'initiatives, hein, qui vont clairement impacter les collectivités territoriales, hein. J'en mentionnerai que quelques-unes, notamment la stratégie qui a été adoptée en octobre 2020 et qui vise à renforcer la rénovation énergétique des bâtiments à la fois publics et privés, hein, la vague de rénovation. Bien sûr, la loi européenne sur le climat qui fixe l'objectif de neutralité climatique à l'horizon 2050, comme je l'évoquais, et qui a été complété par un paquet de mesures, hein, qu'on appelle le Fit for 55, pardon, ajustement à l'objectif de 55% en juillet 2021, hein, et qui est composé voilà, de plusieurs propositions, notamment réglementaires, hein, qui visent à renforcer les objectifs, hein, en matière d'efficacité énergétique, par exemple dans les bâtiments, hein, si on ne parle que de cette dimension. Donc un contexte européen marqué par le pacte vert, la loi sur le climat, le rôle majeur des collectivités territoriales et le potentiel d'action qui est reconnu, hein, à l'échelle européenne et dans ces différents textes, dispositifs. Excusez-moi, il y a un micro qui est ouvert. Je voudrais, si vous pouvez veiller à bien fermer vos micros. Des enjeux marqués aussi par la question du financement, hein. On le sait très bien, si on souhaite
répondre aux objectifs fixés par l'Union européenne. Des investissements extrêmement importants vont devoir être conduits. Un budget européen qui n'est pas extensible, des difficultés de recours à certains financements. Malgré tout, hein, à l'échelle européenne, dans le cadre du budget communautaire, hein, du cadre financier pluriannuel sur la période 2021-2027, on a un effort supplémentaire qui est posé, hein, puisque sur le cadre financier pluriannuel, 30% environ des dépenses, hein, dans le cadre des différents programmes, des différentes politiques européennes doivent être consacrées aux objectifs climatiques et environnementaux. Ce montant est même porté à 37% dans le cadre des plans pour la reprise et la résilience, hein, qui est financé en partie par l'Union européenne dans le cadre d'un emprunt conjoint qui a été conduit par les instances européennes. Donc, un certain nombre de financements qui vont être mis à la disposition, notamment des collectivités territoriales. Il y a différents dispositifs à l'échelle européenne, hein, dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais simplement pour que vous ayez en tête là où se trouve le dispositif EUCF et la spécificité du dispositif EUCF par rapport à d'autres dispositifs financiers que vous connaissez peut-être bien pour certains d'entre vous, hein, et notamment les financements européens qui sont octroyés dans le cadre de la politique de cohésion et notamment dans le cadre des programmes opérationnels régionaux, hein, puisque la politique de cohésion en France est gérée en grande partie par les conseils régionaux, avec notamment, hein, dans le cadre de la prochaine programmation, hein, qui est en train d'être finalisée et qui sera bientôt lancée, un objectif spécifique, hein, consacré aux enjeux climatiques environnementaux, hein, c'est l'objectif spécifique numéro 2, et environ un budget de plus de 3 milliards, hein, qui sera consacré notamment aux investissements en matière de rénovation énergétique, de développement des énergies renouvelables. J'évoquais le plan de relance, hein, qui en France est financé à hauteur de 40 milliards par des fonds européens. D'autres programmes qui, eux, vont fonctionner sur la base d'appels à propositions européens, hein, c'est le cas notamment du programme Horizon Europe, hein, qui va financer des projets en matière de recherche, d'innovation, de démonstration, du programme LIFE également, qui va fonctionner dans le cadre d'appels à projets européens. Et dans ce panorama des dispositifs européens, le dispositif EUCF, la Facilité européenne pour les villes, est un programme qui est destiné à accompagner, hein, les autorités publiques, hein, dans le déploiement de leurs projets. Hein, cela va financer de l'assistance technique, hein, on va y revenir. On fait souvent le parallèle avec le mécanisme ELENA, qui est un ancien mécanisme, hein, qui a été adopté il y a plus d'une dizaine d'années, qui est piloté par la Banque européenne d'investissement et qui lui aussi accompagne la phase, on va dire, amont au déploiement des projets, hein, en finançant de l'assistance technique, hein, la préparation, le financement d'études, la préparation des plans de financement, de la mise en concurrence, hein, sur des projets et des montants d'investissement qui vont être bien plus importants, hein. On est sur des gros volumes financiers, hein, puisque les investissements attendus dans le cadre d'ELENA doivent être supérieurs à 30 millions d'euros. Donc la Facilité européenne pour les villes s'inscrit un petit peu dans ce type de dispositif, mais pour des montants d'investissement bien moins importants. Dans le contexte que j'évoquais, hein, la facilité a été développée puisque un certain nombre de difficultés ont été identifiées, hein, le fait que à l'échelle des collectivités territoriales, on a une ressource humaine, une capacité technique souvent limitée, une certaine réticence vis-à-vis des outils financiers, des financeurs privés, un manque d'expérience dans le développement des programmes d'investissement, parfois des moyens restreints pour investir dans la phase préparatoire des projets, une difficulté également à faire coïncider cycle électoral et cycle d'investissement.
Dans ce contexte, le dispositif EUCF a été développé de façon à accompagner de façon prioritaire les communes, les intercommunalités. Roger Liot reviendra sur les types de collectivités qui sont éligibles au dispositif. Les lauréats du dispositif vont pouvoir bénéficier d'une expertise technique, juridique, de moyens d'échange avec leurs homologues en Europe et avec les institutions européennes, les acteurs de l'investissement, les banques privées notamment, un soutien financier forfaitaire, on y reviendra, de 60 000 € qui va pouvoir être utilisé pour financer des études techniques, financières, juridiques. Excusez-moi, veillez à bien fermer vos micros, s'il vous plaît. Et qui va permettre de définir ce qu'on appelle un concept d'investissement. Roger Liot reviendra également sur ce que signifie le concept d'investissement et son contenu, le contenu qui est attendu pour les lauréats de la facilité. Elle est mise en œuvre dans le cadre de 4 appels à projets, et on va y revenir puisque le 4e appel à projet est en cours de préparation. Les objectifs généraux recherchés par la facilité sont de fournir une expertise technique, juridique et financière, de produire à l'issue des 4 appels à projets 200 concepts d'investissement à l'échelle de l'Union européenne, de renforcer la capacité de 400 agents, d'au moins 400 agents dans les collectivités territoriales autour des montages de concepts d'investissement, de la recherche de financement, de faciliter l'accès au financement privé européen, aux services de conseil et dans le cadre de la réplication de l'initiative, de toucher au moins 1 millier de villes, municipalités à travers l'Union européenne. Ce dispositif est donc financé par des crédits qui proviennent du programme Horizon 2020, c'est l'ancien programme cadre en matière de recherche sur la nouvelle programmation Horizon 2021-2027, le programme de recherche maintenant s'appelle Horizon Europe. Il est mis en œuvre par un consortium d'organisations qui rassemble à la fois des représentants de collectivités territoriales. Le pilote de l'initiative, c'est une organisation européenne qui s'appelle Energy Cities, en lien avec une organisation qui s'appelle Climate Alliance et la Fédération européenne des agences de l'énergie, et 2 organisations expertes en matière de politique énergétique et de financement qui sont Adelphi et Enviros. Le dispositif est également mis en œuvre en partenariat avec des organisations nationales dans chacun des États membres, un expert national qui est assuré par l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement et donc par Rogelio Bonilla, qui a vocation à accompagner les collectivités territoriales dans à la fois la phase amont de la candidature et la phase aval, et un réseau national, en l'occurrence la FCCRE, qui a pour rôle de valoriser le dispositif, de promouvoir ce dispositif auprès des collectivités territoriales. J'évoquais le rôle de l'expert national qui va effectivement accompagner les collectivités territoriales lors du dépôt des candidatures, lors de la formalisation du concept d'investissement et lors de sa mise en œuvre opérationnelle, mais Rogelio y reviendra. J'évoquais le fait que ce dispositif était mis en œuvre dans le cadre d'appels à projets. Il y a un appel à projet qui concerne l'ensemble des États membres. Toutefois, les États membres ont été regroupés dans le cadre de 3 grandes régions, et pour ce qui concerne la France, c'est la région Nord-Ouest. Et donc, les différents appels à projets vont être évalués dans le cadre de ces grandes régions. On va avoir une enveloppe financière dédiée à chaque région et aussi un nombre de projets retenus propres à chaque région. Donc, les différents appels à projets, j'évoquais la publication prochaine du 4e et dernier appel à projet dans le cadre de cette phase EUCF. Il devrait être publié autour de la mi-mai 2022 avec un dépôt des candidatures autour de la mi-juillet 2022. J'évoque le nombre de 18 projets qui devraient être financés dans le cadre de ce dernier appel à projet. Ça doit être encore confirmé au regard de l'enveloppe financière
financière qui restera pour ce quatrième appel à projet. Le parcours dans lequel vont s'engager les collectivités candidates et lauréates ensuite du dispositif. Aujourd'hui, on est dans la phase amont à l'appel à projet. Simplement évoquer le fait que effectivement, une fois la publication de l'appel à projet, vous aurez environ 2 mois pour formaliser et finaliser votre candidature. Suite à ce dépôt de candidature et à la phase d'évaluation des projets, une période de 2 mois s'ouvrira de finalisation et de signature de la convention avec les collectivités territoriales lauréates. Et c'est à cette occasion que un premier montant et 70% du budget des 60 000 euros seront transmis aux collectivités lauréates qui ensuite auront 12 mois pour développer le concept d'investissement et donc le soumettre au consortium gérant l'initiative. Et c'est suite à la validation de ce concept d'investissement que le reliquat de la subvention sera transmis aux bénéficiaires qui devra ensuite s'engager à déployer le concept d'investissement. J'en ai fini pour cette présentation introductive du dispositif. Je te laisse prendre la suite. Rogelio, est-ce que tu veux reprendre la main sur le support ou Oui, ça marche. Je tu peux, vas... si tu veux, je partage Ok, de mon côté. vas-y, Ok, c'est bien là où tu c'est es. parfait. Oui, Ouais. voilà. Ok, bonjour, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints depuis le début de cette réunion. Je me présente à nouveau. Moi, je suis Rogelio Bonilla et chargé de mission à l'Agence de l'énergie et l'environnement de Auvergne-Rhône-Alpes et point de contact national pour UCF. Je vais commencer par vous donner un peu, vous actualiser sur comment ça s'est déroulé le dispositif au sein des derniers appels. Donc, pour le premier appel à projet, on n'a pas eu de projet retenu en France. C'est surtout les autres pays de notre région qui ont pu en bénéficier. On a fait quelques négociations pour étendre l'éligibilité aux intercommunalités. Et ça a bien fonctionné parce que lors du deuxième appel à projet, on a eu 4 candidatures retenues en France. Et nous avons aujourd'hui, merci encore, 2 intervenants, 2 bénéficiaires de cet appel à projet qui pourront vous dire un peu plus de leur point de vue comment ce dispositif fonctionne, du dépôt de la candidature jusqu'à le développement du concept d'investissement. Ils sont à des phases différentes, mais voilà, ils pourront vous raconter plus de leur côté. Pour ce les résultats du troisième appel à projet ont été annoncés, mais restent confidentiels pour encore 1 mois et demi quand les grant agreements seront signés entre les parties prenantes. Donc, je pourrais vous annoncer qui étaient les retenus. Pour les types de projets qui sont financés, je vous laisse voir un peu la répartition des projets financés. Donc, une grande partie dans les énergies renouvelables intégrées au bâtiment, surtout des photovoltaïques, 16% des infrastructures innovantes qui peuvent vraiment varier très largement. Ensuite, les bâtiments publics et les immeubles d'habitation, donc beaucoup de rénovation, du chauffage urbain, autres secteurs, et puis la mobilité durable. Donc, mais on est toujours ouvert à accueillir des nouveaux projets, tout en prenant en compte que l'objectif des UCF, c'est de générer des économies d'énergie et ou produire des énergies renouvelables
tout en générant des investissements dans ces domaines-là. Euh, donc, quelles sont les modalités de soumission et critères d'éligibilité pour l'évaluation? Il y a 3 étapes pour postuler ou candidater. Donc, il y a d'abord un test d'éligibilité où je vais rentrer plus en détail un peu plus tard. Une fois que vous savez si vous êtes éligible ou pas, vous pouvez déposer votre candidature qui est évaluée. Donc, dans ce cas-ci, ce serait pour le dernier appel à projet de UCF qui arrive dans un mois et demi. Et de là, l'évaluation, elle arrive dans les 3 mois. Pour ceux qui reviennent du premier, deuxième ou troisième appel à projet, vous connaissez le cycle qui est marqué ici. Donc, si votre candidature a été refusée, vous pouvez recontacter le helpdesk et ensuite redéposer votre candidature. Et ce cycle a pu se répéter autant de fois qu'il y a d'appels. Et ensuite, les candidatures les mieux notées sont bénéficiaires et signent un accord de subvention. Donc, je rentrerai plus en détail de comment ça se passe. Donc, le test d'éligibilité, bon, c'est plus trop des nouvelles modalités d'éligibilité, mais les communes et les intercommunalités sont éligibles. Vous pouvez aussi candidater en tant que groupement de communes, donc vous n'êtes pas obligé d'être de la même intercommunalité pour postuler ensemble. Après, il doit y avoir une cohérence géographique. Votre collectivité locale ou groupement doit se situer dans un des 27 États membres, ça c'est normalement bon pour tout le monde. Votre collectivité dispose d'un plan d'énergie-climat ou similaire déjà approuvé. Et pour cette question, il y a une foire aux questions qu'on met à disposition dans le site de la AFCCRE et de Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement pour que vous puissiez voir quels sont tous les détails, toutes les petites questions de est-ce que si j'ai tel plan, est-ce que c'est éligible? Normalement, on a la réponse pour toutes ces questions-là. Est-ce que vous êtes en mesure de fournir une preuve de l'engagement politique de votre maire ou d'autres représentants politiques? Ça, c'est voilà, un autre critère. Et puis enfin, est-ce que vous vous engagez pour la durée du projet UCF à avoir un suivi, sachant que c'est pour ceux qui ont l'habitude des projets européens, le suivi UCF, il est vraiment très léger. Ce suivi, il est surtout là pour récupérer les résultats des aides données et des investissements vraiment engagés. Voilà. Donc, pour les intercommunalités en France, donc l'éligibilité, donc communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine, métropole sont éligibles. Le groupement des collectivités locales sans cadre juridique aussi, mais doivent identifier un porteur de projet principal qui peut être soit une commune, soit l'intercommunalité. Pour être éligible, le groupement devra disposer d'un plan énergie-climat validé et incluant des objectifs énergétiques. Ce plan climat pourra concerner soit l'ensemble des membres du groupement, soit le porteur principal du projet. Ensuite, les conseils départementaux et régionaux ne sont pas éligibles, mais ils peuvent contribuer à la constitution d'un groupement local. Donc, participer à la définition et mise en œuvre du concept d'investissement, promouvoir l'avancement du projet auprès d'autres collectivités territoriales, etc. Les syndicats intercommunaux en France ne sont pas éligibles non plus. Donc, les syndicats départementaux d'énergie, SIVEM, EPT, les agences de l'énergie, donc pas d'éligibilité, mais sachant que le forfait des 60 000 euros peut être dépensé vraiment d'une façon très large. Si vous n'avez pas les ressources en interne, vous pouvez sous-traiter toutes les tâches que vous allez mener dans le cadre de ce projet à un syndicat d'énergie ou autre type d'organisme similaire.
Donc, ils peuvent contribuer à la candidature d'une commune ou de l'intercommunalité. Voilà, il est souhaitable d'indiquer dans la proposition, y compris la rémunération éventuelle entre le porteur du projet et la structure concernée. Encore une fois, il y a plus de détails, il y a ces informations-là et plus de détails encore dans la foire aux questions. Donc, pour la soumission, il y a la candidature complète qui doit être fournie. Attends, juste une seconde, pardon. Ok, pardon. Donc, la candidature, elle doit être remplie en ligne par les candidats. Il y a 3 parties: l'identification du candidat, développement de concept d'investissement et mise en œuvre du projet d'investissement. Ils pourront vous donner un peu plus de détails, les bénéficiaires, qui vont vous dire à quel point, parce que écrit comme ça peut paraître peut-être compliqué, mais vraiment, je pense que cette candidature, elle est assez légère. Il y a 5 annexes à fournir en plus. La candidature initiale s'est faite en anglais, mais je pense qu'ils vous diront aussi, le bénéficiaire, si cette partie était très compliquée ou pas. Donc, un peu plus de détails sur les pièces à fournir lors de votre candidature. Je ne vais pas rentrer très en détail là-dessus parce que toutes ces informations, vous pouvez les trouver. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez revenir vers nous. Une fois que vous êtes bénéficiaire, voici le tableau qui explique un peu comment la subvention elle est répartie. Donc, l'objectif est de soutenir les activités requises pour le développement du concept d'investissement. Et il y a un nombre d'actions financées, donc études de faisabilité, analyse technique, analyse juridique, études sociales, études de marché, analyse financière, etc. La liste est très exhaustive. Et il n'y a pas un reporting comme c'est le cas dans des projets européens, d'autres programmes de financement. L'affectation de la subvention peut se faire en personnel interne, expert externe, sous-traitant ou autre. Comme on disait tout à l'heure, ça peut être dans les syndicats d'énergie ou autre type de structures similaires. Donc, pour l'évaluation, vous pouvez toujours venir me voir pour savoir si votre candidature est bien en accord avec les attentes de UCF. Je ferai de mon mieux pour essayer de lire dans leurs pensées parce que c'est des évaluateurs. Donc, la vérification des documents fournis, l'évaluateur vérifie si les 3 pièces justificatives ont été correctement soumises. Et il faut bien s'assurer que les formats sont respectés et que les délais sont bien respectés. Il n'y a pas d'exception. C'est un système informatique qui ne peut pas être contourné. Pour un peu de détails sur la notation des évaluateurs, pour chaque critère, on note de 0 à 5 et il y a un seuil de qualité pour chaque critère de 3 sur 5. La médiane des scores général, c'est du résultat final et chaque candidat reçoit un rapport d'évaluation. Maintenant, c'est un peu moins utile parce qu'il n'y aura pas un 5e appel à projet, donc ça ne va pas vous aider beaucoup à la suite. Voilà comment la candidature est notée. Le poids de la partie quantitative est beaucoup plus important que la partie qualitative. Donc, il faut bien veiller. Après, sachez que la façon comme ces candidatures sont notées, c'est que la taille d'investissement est proportionnelle au nombre d'habitants de votre commune ou ensemble d'intercommunalités. Donc, s'il y a une métropole qui candidate, l'investissement il sera mis en proportion par rapport à leur taille, à la taille de leur métropole.
Et ensuite, pour la partie gouvernance, engagement des acteurs et alignement sur les objectifs des UCF, je vous conseille on a une autre présentation où on donne quelques conseils pour rédiger ces parties-là qui sont vraiment, il faut que vous expliquiez de la façon que eux ils attendent de lire les choses. Donc, c'est un peu sujet à une culture de rédaction des projets européens. Pour la plateforme informatique, je pense que vous avez tous accès au site UCF. Le site, il est assez intuitif. Donc, vous allez sur candidater et vous suivez les phases. Normalement, c'est très bien expliqué quelles sont les étapes à suivre. Donc là, on est un peu sur une étape encore en amont de la promotion des UCF parce que le dernier appel à projet n'a pas encore été lancé. Le début de l'appel sera ouvert. Vous pouvez préparer votre candidature, la déposer. Si vous êtes retenu, il y a une convention à signer. Donc, c'est les 2 mois où vous êtes retenu, mais votre candidature est encore pas publique. Et ensuite, vous avez 1 an pour développer le concept d'investissement. Donc, après la convention, vous recevez 70% de la subvention et, et 1 an après la signature, vous faites un suivi avec les évaluateurs des UCF qui doivent évaluer votre évolution et c'est à ce moment-là que vous pouvez recevoir les 30% restants de votre subvention, sachant qu'il faut respecter, bien sûr, que l'idée originale que vous avez déposée lors de votre candidature. Et ensuite, après 2 ans, il y a un suivi. C'est ce dont je parlais tout à l'heure dans les critères d'éligibilité. C'est là où vous allez répondre à une espèce de questionnaire assez court pour montrer quelle est l'évolution de votre concept d'investissement et quels sont les investissements qui ont été réalisés dans le cadre de ce projet. Donc, je mentionne depuis tout à l'heure quel est le concept d'investissement et c'est un peu comme un business model où c'est comme UCF explique, c'est le document que vous allez pouvoir présenter aux investisseurs, que ce soit des banques, que ce soit même des autres programmes de financement européens et que vous pouvez utiliser toutes les données dedans pour obtenir le financement de vos projets. Donc, comme c'est écrit, le concept d'investissement est un document qui traduit une idée de projet d'investissement et le langage financier afin de mobiliser des financements pour la réalisation. Donc, ce concept d'investissement, je vous rassure, il est rédigé en français. Il y a juste un petit résumé qui doit être rédigé en anglais au début. Donc, comme il l'appelle ici un teaser, mais le reste du concept d'investissement, c'est la description du plan d'investissement, les promoteurs et les acteurs, une analyse légale, une analyse financière et économique et un plan des investissements. Donc, il y a des annexes à inclure. Je ne vais pas rentrer plus en détail sur cette partie-là parce que ça peut changer avec le 4e appel à projet. Pour toute question que vous pouvez avoir sur votre dossier de candidature, vous pouvez contacter le helpdesk ou me contacter moi. Pour contacter le helpdesk, vous pouvez aller sur le site des UCF et aller sur l'onglet support et rédiger vos questions. Et sinon, vous avez mon mail normalement dans ces diapos et dans le site de la FCCRE et de Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement. Je suis normalement assez réactif. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au dispositif avant qu'on passe aux interventions des bénéficiaires.
Oui, Rogelio, je me permets de relayer juste deux questions dans le fil de discussion. Il y avait une question sur que signifie le concept d'investissement. Alors peut-être interroger la personne qui posait cette question et si avec les éléments que tu as apportés, elle a eu les réponses à ces questions. Madame Asni ou Assensi, pardon. Je ne sais pas si vous souhaitez prendre la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour, très bien, oui. Bonjour à tous. Oui, bah, pour moi, c'était pas forcément très clair sur qu'est-ce que ça veut dire en fait. Ça veut dire présenter un projet d'investissement, tout simplement? Bah, en fait, oui, mais il y a un modèle à suivre. Donc, Oui, vous pouvez le consulter dans le site de IUCF. Et c'est sur ça que vous allez travailler pendant un an. Donc, quand vous allez recevoir, si vous recevez la subvention de UCF, vous devez travailler sur vraiment le remplissage de ce document-là. Mais ce remplissage-là, il a pour but de générer les investissements. Donc, il demande que vous créez un projet vraiment en suivant les étapes que ce d'accord. concept d'investissement il met en place, quoi. D'accord. Est-ce que le terme concept veut dire renvoie à un projet qui se veut innovant, par exemple? Concept, ça veut dire innovant? Je sais pas. Est-ce que Non. ça veut dire que c'est un projet qui n'existe pas forcément et Ah, d'accord. qu'on Oui, oui, oui. propose? Est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir déjà été fait et qui pourrait être quand même éligible? Non, on fait pas de la du rétrofinancement. Il faut que ce soit un projet, parce que vous allez être mis en concurrence avec d'autres candidatures. Donc, un des critères va être, bien sûr, que ce soit un projet innovant, un projet qui vise à générer un investissement dans le cadre de votre plan climat. Donc, normalement, dans la continuité peut-être de quelque chose que vous avez déjà fait, mais quelque chose sur quoi vous voulez aller plus loin. Et aussi, un des critères qui peut être mis en avant, c'est la réplicabilité de ce concept. Donc, si ils vont donner priorité à quelque chose qui n'existe pas, mais qui peut être répliqué soit au sein du même territoire et qui peut être répliqué plusieurs fois, ou soit qui peut être adopté par quelqu'un d'autre pour mener un projet comme le vôtre. D'accord, merci. Ouais. On avait une autre question posée par Elisa Guillou de l'établissement public territorial de Plaine Commune sur l'éligibilité justement des EPTB au dispositif. Du coup, non, hein. C'est pas une intercommunalité. J'avoue que je me pose la question, les EPTB, les EPT ne font pas partie de la liste des intercos en tant que tels, mais je pense que ça vaudrait le coup de vérifier avec le consortium. D'accord. Si je peux me permettre, Oui, excusez-moi. oui, 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 bonjour. bonjour. Merci d'avoir pris ma question. Oui, si je peux me permettre, en fait, les communes des EPT ne disposent pas de PCAET. Donc, en fait, elles ne peuvent pas répondre seules, du coup, à cet appel à candidature. C'est aussi pour ça que la question se pose. Parce que nous, tous les EPT. C'est eux euh, qui portent les PCAET, hein, c'est ça, hein. exactement, tout Ouais. à fait. C'est ça. C'est pour ça. Je pense qu'il y a, même s'ils sont pas listés euh, dans les, euh, dans les types de collectivités territoriales éligibles, je pense que ça peut être le cas. Mais Rogelio, je pense qu'il faudrait qu'on vérifie ça auprès du consortium. D'accord. Est-ce que vous avez un code NOTS 2 ou quelque chose, NOTS 3 équivalent? À vérifier. Là, je n'ai pas d'élément de réponse. Je ne Ok, sais pas si Elisa Guillou. Non, non, c'est pareil. Je ne saurais pas répondre comme Ok. ça. Il faudrait Ouais, que je à vérifie vérifier, également. ouais. ça marche. Alors, une autre question de Raphaël Gauthier. Je lis, hein, ma Oui, collectivité n'a pas un plan climat et énergie territorial. Nous n'avions pas l'obligation d'en faire, à moins de 20 000 habitants. Et nous avons mis en place un programme d'action climat et énergie territoriale. Sommes-nous éligibles? il faudrait voir quels sont vos objectifs
de climat, air, énergie. Si vous avez des objectifs quantifiés à l'horizon 2000, certains horizons 2030, 2050, vous pouvez être éligible. Après, le plan, il doit être validé par vos élus. Il doit avoir il faudrait regarder un peu plus en détail pour savoir s'il correspond aux critères d'éligibilité, mais oui, voilà, il faudrait qu'on regarde un peu plus en détail. Une question aussi sur le partenariat à constituer et le nombre de partenaires pour déposer une candidature dans le cadre de UCF. Il n'y a pas de nombre minimum ou maximum, mais ils ont exprimé le souhait de faire d'ensemble de groupements, de postuler en groupement, c'est toujours un avantage dans le critère d'évaluation. Alors, je ne vois pas d'autres questions dans le fil de discussion. Je ne sais pas si certains souhaitent éventuellement prendre la parole pour avoir des compléments. Manifestement, non. Je te propose qu'on passe à la suite. Oui, Ah, oui. une petite question. Est-ce que les maires des EPCI doivent également signer une délib? Rogelio, tu m'as entendu? Oui. Sur le fait que les maires des EPCI doivent signer une délibération. Je ne comprends pas bien la question, en fait. Oui, moi non plus. Est-ce que la personne qui... Oui, bonjour. Vous Oui, m'entendez? bonjour, bonjour. Ouais, Oui, ouais, oui, très bien. j'ai écrit rapidement ma question avant que vous passiez, c'est pour ça qu'elle n'est pas très claire. Non, je voulais juste savoir si les maires des communes membres d'un EPCI doivent également signer une délibération pour pouvoir donc répondre à l'appel à projet, ou si juste le président de la communauté de communes, dans mon cas, suffit. Oui, ça suffit. Ça suffit, d'accord, ok. Ok, je te laisse la main du coup. Je propose qu'on passe à la partie témoignage. Okay. Je vais reprendre la main sur le support et donner la parole à Claire Lestra, hein, qui est chargée de mission Habitat durable à la métropole européenne de Lille. Je me positionne en même temps sur le support. Claire, je vous laisse commencer et je vais dérouler le support pour vous. D'accord, merci, bonjour à tous. Voilà, un petit retour d'expérience de notre candidature au programme EUCF. Donc, la métropole, en fait, a candidaté avec un groupement sur un programme de rénovation des maisons 1930. Donc, la maison 1930, c'est une typologie d'habitat individuel un peu emblématique du nord de la France. Donc, ce sont les maisons en briques, en bande mitoyenne que vous connaissez peut-être. Et qui présentent des caractéristiques en fait et des problématiques de rénovation, notamment énergétiques, qui sont bien spécifiques. Et donc, on est en fait les premiers, je dirais, un peu dans à avoir travaillé là-dessus et puis à avoir émis l'idée de déployer ce modèle. C'est l'association Habiter 2030, donc qui est un des partenaires du groupement candidat, en fait, que l'AMEL pilote. Donc, on a répondu avec 5 partenaires. Donc, l'association Habiter 2030, qui est une association en fait d'architectes en lien avec pas mal d'établissements d'enseignement supérieur et donc qui ont en 2019 gagné un concours européen d'architecture sur justement la rénovation d'une maison 1930 dont on verra après des visuels. Le CD2E, qui est le centre régional des éco-entreprises, donc qui est une association créée à l'origine par la région Hauts-de-France et qui en fait a
un pôle de compétences en fait sur le bâtiment, sur l'économie circulaire et sur les énergies renouvelables. Également, un des partenaires, c'est la Fabrique des quartiers. Donc ça, c'est une SPL, une société publique locale de la métropole de Lille et de certaines de ses villes, et qui fait en fait du recyclage urbain, c'est-à-dire de l'acquisition et puis de la rénovation de logements dégradés. Et en particulier, ils ont dans leur portefeuille de foncier pas mal de maisons 1930 justement, et puis les villes de Lille et Roubaix qui ont aussi pris part au projet. Donc sur la slide suivante, on voit un peu le détail du projet. Donc nous, le concept d'investissement que l'on a proposé, c'est de déployer une offre d'accompagnement pour la rénovation groupée de ces maisons 1930. En se basant sur le modèle que Habiter 2030 avait imaginé et dont on peut avoir une représentation là, donc avec une serre bioclimatique en fait à l'arrière de la maison. Et donc ce modèle, il repose bien sûr sur la durabilité. Il s'agit avant tout d'améliorer la qualité thermique de ces maisons-là, qui ont souvent des extensions sur l'arrière qui ont été faites de manière assez peu qualitative et qui sont très déperditives. C'est aussi proposer un réaménagement de ces maisons parce que justement les extensions contenaient les pièces d'eau en fait, puisqu'il n'y en avait pas à l'origine, donc les sanitaires, la cuisine, et alors qu'aujourd'hui en fait l'aspiration des ménages c'est plutôt d'avoir une ouverture sur le jardin et sur l'extérieur, et donc plutôt d'avoir les pièces de vie sur cette partie-là du logement, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc il y a aussi vraiment une réflexion sur l'aménagement de ces maisons-là. Aussi une réflexion, puisque l'objectif, c'est vraiment de le faire de manière groupée. Donc, une réflexion sur comment est-ce qu'on peut industrialiser ces rénovations, un peu sur le modèle de ce qui est fait dans le cadre d'Energy Strong. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais donc c'est la rénovation que les bailleurs sociaux font, alors que ça a commencé aux Pays-Bas, mais sur des maisons et sur des rangées de maisons de logement social. Donc, comment est-ce qu'on peut un peu dupliquer ou s'inspirer de ça sur de l'habitat privé? Et puis aussi, ça c'est l'ADN d'Habiter 2030, c'est autour de ce projet-là, permettre la collaboration entre le monde académique, donc les étudiants, les chercheurs, et puis les acteurs locaux de la filière, les institutionnels. Et tout ça aussi avec des matériaux biosourcés et l'appui de filières locales, notamment la filière chanvre en Hauts-de-France. On peut passer à la suivante. Donc en fait, ça c'est l'idée originale, et puis avec les partenaires, on s'est dit que ça serait intéressant de répondre à UCF. Ça nous permettrait de nous mettre un peu le pied à l'étrier sur ce projet qui était dans les têtes de tout le monde, mais voilà, sur lesquels on n'avait pas forcément tous dédié de moyens. Et donc, UCF nous a permis aussi de nous mettre autour de la table pour déjà partager nos ambitions et puis se dire, voilà, on a un financement éventuel, la possibilité d'un financement pour en plus nous aider à construire un projet et des demandes de financement ultérieures. Donc, on y va, on se met autour de la table et on fait une réponse. Donc, en fait, on s'est dit, voilà, si on veut massifier, faire des rénovations groupées type Habiter 2030, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui ? On a certaines briques, et notamment toute la brique, je dirais, technique, puisque vous avez vu les plans et les coupes. Mais derrière, il y a tout un travail fait par les architectes de plans un peu plus sérieux, et puis surtout de cahier des charges et de spécifications techniques du modèle. Donc, ce qui nous manquait, et donc ce qu'on a mis en fait dans le financement UCF, c'est la conception du service qui va avec. Certes, on a le modèle de rénovation, mais comment on approche les habitants, comment on markete un peu
cette rénovation, comment on les mobilise pour y aller de manière groupée. Élaborer le modèle d'affaires autour de ça. Qu'est-ce qui est de l'investissement privé, qu'est-ce qui est de l'investissement public, quel reste à charge pour les ménages aussi en fonction de leur profil, et puis définir le montage juridique puisque y aller de manière groupée, ça veut dire aussi des relations contractuelles entre acteurs, et donc EUCF doit aussi nous permettre d'avancer là-dessus. Alors sur l'autre slide. Donc, les tâches prévues, c'est la conception de l'offre de service. Donc, avec une offre de service alors qu'on a qualifié de standard sur mesure, c'est-à-dire qu'il y aura des éléments standardisés et c'est là-dessus qu'on va pouvoir industrialiser et, si possible, avoir des coûts réduits. Mais il y a quand même du sur-mesure puisque toutes les maisons ont aussi leurs caractéristiques. Elles ont évolué dans le temps, ont été rénovées de manière hétérogène. Et puis, il faut aussi tenir compte des volontés individuelles de chaque ménage. Donc, voilà, il faut qu'on place le curseur sur qu'est-ce qui est standardisé, qu'est-ce qui est sur mesure. La stratégie marketing, j'en ai parlé. Et puis, un gros travail sur qu'est-ce qui est industrialisable, puisque pour l'instant, ça reste théorique, mais avec la filière, aujourd'hui, quelles sont les entreprises qui pourraient proposer une offre et en fait tout un système de production pour répondre à ce type de marché, avec quelles contraintes et puis à quel coût. Donc, une autre tâche, donc, c'est d'élaborer le modèle d'affaires, donc un business model et un business plan, et puis de déterminer le montage juridique, donc quel mode de portage, quel type de contrat, et puis comment est-ce que ce montage juridique il permet et il sécurise en fait le regroupement et la mutualisation des chantiers. Donc, sur la slide suivante, voilà, on s'est réparti de manière prévisionnelle les rôles. Donc, la métropole sera en pilotage, animation des partenariats, communication. Les villes de Lille et Roubaix, elles seront en mobilisation de propriétaires tests, puisque l'idée, c'est aussi de pouvoir prototyper au moins le service, parce qu'on sait que dans un an, ça va être compliqué de lancer réellement des travaux, mais pouvoir au moins démarrer des accompagnements avec des sites tests. Habiter 2030 intervient, met aussi dans le pot commun les résultats de son modèle, qui a été donc lauréat du Solar Décathlon Europe en 2019, et il gère la relation avec les acteurs de l'enseignement et de la recherche. Le CD2E est sur toute la partie filière, relation avec les acteurs économiques, industrialisation. La Fabrique des quartiers, donc notre SPL, elle nous fait bénéficier de son expérience de maîtrise d'ouvrage, et puis elle a aussi prévu de tester le modèle sur certains de ses biens. Et donc, on s'est laissé la possibilité de faire appel à des conseils juridiques externes, si nécessaire, quand on en sera au moment du montage, de la définition du montage juridique. Alors, sur la slide suivante, peut-être quelques points de retour d'expérience sur la phase candidature. Donc, c'est quand même une candidature assez simple à rédiger. Je ne sais pas si vous avez déjà vu regardé un peu le formulaire, enfin le modèle de formulaire, mais voilà, c'est même assez court et ça peut être une contrainte puisque le nombre de caractères est limité, et donc pour le coup, il faut rentrer dans les cases, et c'est un exercice plutôt intéressant vraiment de synthèse et de concision. Juste le point aussi, c'est que c'est caractère avec espace, ouais, c'est ça. Le point aussi à anticiper, c'est les délais de traduction. Alors nous, à la MEL, on a la chance d'avoir des anglophones chez
dans certains services, donc c'est eux qui ont fait cette traduction. Parce que ça reste, enfin voilà, si dans vos collègues vous avez des anglophones, ça reste vraiment accessible comme traduction, comme c'est de l'anglais technique en fait, et puis qu'il faut être très concis. Et c'est pas de la littérature, donc la traduction était assez aisée. Mais en effet, si vous devez faire appel à un traducteur extérieur, il faut anticiper ce point-là. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que il y a le plan climat ou le programme de énergie-climat de la collectivité à mettre en annexe, et il faut aussi annexer une annexe de ce programme, enfin une synthèse de ce programme et une synthèse en anglais de mémoire. Donc, si elle est déjà pas existante, il faut aussi anticiper ça. Pour monter la candidature, il faut vraiment s'appuyer sur le modèle de concept d'investissement dont Rogelio a parlé. Alors, il y a un template qui existe et un template en français que moi, j'ai pu récupérer. Je crois que c'est le template belge, en fait, qui est en français. Donc, ça permet aussi d'être plus à l'aise dans comprendre ce que c'est que vraiment qui est attendu, en fait. Et donc, la méthode, c'est peut-être se dire, bah voilà, vous avez un peu une idée de votre projet, vous regardez ce template pour vous dire, voilà, dans un an, si je suis lauréat à EUCF, voilà ce que j'aurai à rendre comme livrable. Et du coup, tout de suite, ça vous cadre et ça vous donne les objectifs opérationnels de votre candidature, en fait. Si vous vous mettez en situation de remplir ce template, vous dites, ah bah là, j'ai pas tous les éléments pour le faire, donc il faut que j'aille travailler sur une étude de marché, il faut que j'aille sécuriser l'aspect juridique, il faut que je fasse un benchmark. Donc, en fait, ça vous permet vraiment d'avoir votre programme de travail. Et dans ce programme de travail, il va falloir choisir qu'est-ce que vous faites financer par EUCF ou qu'est-ce qui est fait par ailleurs. Parce que EUCF, bah, c'est quand même une belle somme, 60 000 euros, mais pour certains projets, bah, c'est pas forcément suffisant. Enfin, je sais que pour nous, le projet global de déploiement de ces rénovations massives, EUCF va permettre de financer certains des travaux préparatoires et des études préalables, mais on fait financer d'autres choses, notamment le volet technique, avec d'autres ressources, en fait. Et après, bah, le guide, alors là, qui est en anglais, hein, je pense, Guidelines for Applicants, il est quand même assez clair et assez détaillé. Et il donne vraiment pas à pas tous les besoins et puis tout le cadrage des candidatures et de ce qui est attendu. Il donne aussi, et ça c'est quand même important de s'y pencher assez en amont, il donne les critères et la pondération des critères de sélection. Et donc, vous verrez, si ça n'a pas changé, que l'impact énergie et le montant d'investissement, ils pèsent chacun pour 30% de la note. Donc, il y a plus de la moitié de votre candidature qui sera jugée sur ces deux points-là. Donc, ce qu'il faut, il faut vraiment se mettre en mode, enfin nous en tout cas c'est ce qu'on a fait, on s'est mis en mode déploiement massif. C'est-à-dire que, je ne sais pas, si vous travaillez sur des installations d'énergie renouvelable, des panneaux solaires, il ne faut pas que votre concept il porte sur, in fine, 5 installations sur des logements individuels, quoi. Il faut vraiment se dire, on est en mode facteur 4, 2050, neutralité carbone, et donc comment on déploie massivement ces investissements sur notre territoire pour atteindre des objectifs ambitieux. Donc, nous, pour la MEL, pour vous dire, hein, c'est que les maisons 1930, il y en a à peu près 100 000 sur la MEL. On s'est dit qu'on allait essayer d'en toucher 5 000 avec cette méthode-là. Et donc 5 000 fois 60 000 euros par logement, ça fait un investissement à 300 millions au total. Donc après, dans ces 300 millions, ce n'est pas de l'argent public, hein, loin de là. Il va y avoir aussi de l'investissement privé, et en particulier de l'investissement des ménages. Mais voilà, il faut avoir une vision globale du projet et il ne faut pas hésiter à se projeter sur des ambitions dans une feuille de route de neutralité carbone. Le dernier point, c'est le délai de signature du Grant Agreement. Il faut 2 mois après la notification pour le signer.
Donc, en fait, il faut que vous anticipiez dans votre calendrier de l'Assemblée délibérante à quel moment vous délibérez, en fait, pour la signature du Grant Agreement. Parce que, typiquement, nous, on a été ça s'est bien tombé, mais si vous avez une réponse le 31 août et que, en fait, le conseil, dans les 2 mois qui suivent, il tombe le 15 septembre, si vous ne l'avez pas inscrit à l'ordre du jour, ben, là, c'est un peu juste 15 jours avant d'inscrire un nouveau point à l'ordre du jour, quoi. Donc, en fait, il vaut mieux anticiper, se dire, si moi, je parle du 31 août parce que c'était le cas, mais après le prochain call, je ne sais pas quand est-ce que sera la date de réponse approximative, mais en gros, il faut déjà préparer dans l'ordre du jour une inscription de ce point-là au conseil qui suit, en fait, la notification. Voilà sur la phase candidature. Et puis après, sur la phase peut-être plus développement du concept, là, donc on en est. Donc, ce que je disais, voilà, c'est l'opportunité, en tout cas pour nous, ça a été l'opportunité de concrétiser des projets un peu en dormance, qui par manque de moyens et de cadres aussi étaient dans les têtes, mais pas forcément concrétisés. Je pense qu'il faut… en fait, le concept d'investissement, c'est pas parlant. Alors, je pense que c'est une traduction. En fait, c'est vrai qu'en français, c'est pas un terme qu'on entend. Alors, moi, je le traduis comme modèle d'affaires quand j'en parle à des partenaires qui sont pas dans le projet. Mais d'une manière générale, il faut vraiment, je pense, avoir le template en tête et se dire que voilà, l'objectif, c'est de compléter ce livrable. Et donc, voilà notre feuille de route pour cette année de travail, puisque 1 an, c'est quand même court pour un projet ambitieux. Et donc, il faut se dire que si vous êtes lauréat, il faut prévoir des ressources, notamment humaines, suffisantes affectées au projet dès le début ou affectables au projet. Et puis après, c'est toutes les méthodes de gestion de projet, mais là, je pense que je ne vous apprends rien. Mettre en place rapidement un planning projet, une répartition des tâches, des revues de projet régulières. Et puis, ça aussi, c'est un peu du bon sens, mais dans les projets, il y a souvent en général, comme c'est des projets d'ampleur, il y a souvent une multitude d'acteurs qui sont potentiellement impliqués. Et donc, la mobilisation des acteurs, bien sûr, elle ne se fait pas en chambre. Donc, il faut… c'est des points qu'il faut anticiper particulièrement. Et dans 1 an, en fait, c'est assez court, donc il faut les anticiper assez vite, quoi. Je sais que nous, on a prévu une grand-messe un peu autour de ce projet. On regrette de ne pas l'avoir anticipé et de ne pas l'avoir préparé dès le début de la candidature, puisque là, on se retrouve un peu court pour pouvoir l'organiser de manière satisfaisante dans le timing qu'on s'était donné. Voilà pour le retour que je peux vous faire. Merci de votre attention. Merci Claire pour ce témoignage. Ce que je propose, c'est qu'on passe la parole à l'intervenant suivant et puis ensuite on passera au temps d'échange. Je crois qu'il y a quelques questions dans le fil de discussion. Merci encore. Je vais passer la parole à Yann Chauvin qui est chargé de développement des énergies renouvelables au Grand Poitiers, qui va présenter le projet porté par Grand Poitiers. Yann, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Si oui, très bien. Bonjour, bienvenue. Okay, je vais dérouler le support si vous en êtes d'accord. Oui, très bien, ça me va. Écoutez, pour ma part, donc, je vais parler de plutôt la candidature de Grand Poitiers, évidemment. Je vais faire une petite précision préalable, c'est que à titre personnel, je suis arrivé sur une mission en charge de développement des énergies renouvelables pour Grand Poitiers assez récemment, et donc j'ai pris entre guillemets en cours le train EUCF. J'aurais peut-être pas notamment toutes les données relatives à ce qui s'est passé antérieurement. Ceci dit, j'espère quand même pouvoir apporter certaines informations, sachant qu'en plus, je me suis quand même entretenu avec mes collègues qui s'en étaient occupés. Donc nous, notre candidature, alors Grand Poitiers, peut-être pour commencer, on est communauté urbaine, un peu moins de 200 000 habitants, 40 communes.
Et donc, notre candidature à l'UCF a porté sur la création d'une communauté énergétique citoyenne en vue de mettre en place des systèmes d'autoconsommation collective pour de l'énergie électrique produite à partir de photovoltaïques, et notamment en ombrière et en toiture de bâtiments. Donc ça, c'est pour le thème de notre candidature. Donc on peut avancer sur la slide suivante. Je vais d'abord faire un petit retour finalement sur notre parcours dans justement cette démarche de candidature à l'UCF. La particularité, en tout cas nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait 2 candidatures. Donc la première, datée de 2020, et n'a pas été retenue, pour des raisons qu'on va voir ensemble. Mais tout d'abord, elle portait globalement sur le même thème que celui pour lequel on a été retenu. Donc l'idée de mettre en place un système d'autoconsommation collective à partir d'installations photovoltaïques. Ce thème-là était déjà celui qu'on avait présenté. Pour le présenter, mes collègues ont dit ils vont faire un gros travail de fond quand même. Donc ça rejoint un petit peu la catégorie, on va dire, des conseils qu'on pourrait donner peut-être. Il y a quand même un gros travail de fond à mener, en tout cas à notre avis, pour pouvoir présenter quelque chose qui tienne la route et qui soit quand même globalement assez solide, puisque vous l'avez vu après, le temps finalement qui est imparti est quand même relativement court. Et donc tout ce temps qui peut être gagné avant, évidemment, est profitable par la suite. Donc nous, on avait fait faire des devis auprès d'entreprises pour savoir un petit peu dans quel genre d'investissement on pouvait s'engager. Et puis, on avait finalement dimensionné, entre guillemets, notre investissement sur l'équivalent de l'étude de préfiguration que nous permettait de réaliser le programme EUCF. Et donc, justement, quand on a reçu le retour de cette candidature, on a eu comme information que le sujet qu'on proposait, à savoir l'autoconsommation à travers le photovoltaïque pour produire de l'énergie électrique, donc plutôt propre et verte, semblait bien correspondre à la philosophie du programme. Il y avait des faiblesses pointées. La faiblesse principale, finalement, c'était quand même la taille de l'investissement. Ça a été abordé plusieurs fois au cours de la présentation, et bien pris en compte, évidemment, et valorisé, un investissement qui est quand même ambitieux, proportionnellement à la taille du territoire qui candidate. Un deuxième point faible à l'époque était que la candidature avait été portée par la ville de Poitiers, non pas par la communauté urbaine, puisque les intercommunalités ne pouvaient pas postuler en tant que telles à ce moment-là. Donc, comme Grand Poitiers avait la compétence sur la thématique, on était finalement dans ce groupement. Et effectivement, c'est une articulation qui manque de clarté pour l'Europe. Donc, c'est quelque chose qui était, je pense, pénalisant. Donc ça, c'était pour la première candidature qu'on a faite et qui n'a donc pas été retenue. On a récidivé en 2021 avec une nouvelle proposition qui est celle que je vous ai présentée sur la slide de titre. Donc, ce qui a été modifié quand même, c'est qu'on a vraiment insisté sur la partie création de communautés énergétiques citoyennes. Et puis, forcément, la candidature a pu bénéficier déjà des retours de la première candidature qu'on avait faite, du travail de fond, donc forcément, même avec un délai de réponse qui était du coup plus court en 2021 qu'en 2020, c'était énormément de temps de gagner. Et puis finalement, forcément, on a pu prendre en compte les quelques reproches qui nous avaient été faits, et forcément sur la taille de l'investissement. Et donc, on a fait un plan qui était quand même nettement plus ambitieux, ce qui a forcément, je dirais, abouti aussi à des économies, en tout cas une baisse des impacts environnementaux suite à cet investissement qui était également beaucoup plus forte. Et le fait que du coup, les intercommunalités pouvaient maintenant candidater en tant que telles nous a permis de candidater en tant que Grand Poitiers. Donc voilà un petit peu pour ce parcours de notre candidature. Les intérêts pour nous de candidater, ils étaient divers. L'idée, c'était déjà que on avait
dans un coin de la tête depuis un moment ce travail à mener sur l'autoconsommation collective, hein, qui est un sujet qu'on souhaite développer. Donc, pouvoir disposer d'une étude de préfiguration sur ce thème-là a été évidemment intéressant. Ça répond à notre PCAET, hein, puisqu'on a des engagements sur le déploiement de l'énergie renouvelable et notamment photovoltaïque. On pouvait, grâce à l'enveloppe EUCF, accroître nos capacités. Nous, le choix qu'on a fait, c'est de pouvoir faire appel à une prestation externe. Mais voilà, l'avantage était que du coup, il y avait la possibilité d'obtenir des études nécessaires au montage du concept d'investissement sans prise de risque financier. Et puis en plus de ça, évidemment, il y a l'avantage de pouvoir participer à un programme européen, ce qui permet d'avoir des échanges avec des homologues, et puis de donner aussi finalement de la lisibilité au PCAET à l'échelle européenne. Donc c'est vrai que ces raisons-là nous ont poussé à candidater. Alors, quelque chose que je n'ai pas précisé finalement, c'est qu'à Grand Poitiers, on a la chance d'avoir dans notre équipe une personne qui est chargée de mission politique européenne et qui assure la veille de tout ce qui est projet européen, ce qui, dans le cadre d'une candidature, est quand même très précieux. Donc c'est vrai que c'est autant de temps et de compétences gagnés au moment de candidater. Donc on peut passer sur la slide suivante pour que je vous explique un petit peu plus précisément le projet en tant que tel. Donc l'idée, c'est de pouvoir étudier les façons de développer les systèmes d'autoconsommation collective, comme je le disais, à partir d'énergie électrique photovoltaïque. Aujourd'hui, comme vous le savez, le contexte fait qu'on s'intéresse forcément au développement des ENR. Le photovoltaïque sur le territoire, à travers le PCAET et les études qui avaient été menées, représentent un gros potentiel pour Grand Poitiers. Donc, à travers un objectif assez ambitieux qui avait été retenu pour le PCAET, on a souhaité accélérer le développement de ce type d'installation. Aujourd'hui aussi, étant donné le contexte, l'évolution du prix des énergies, et puis la nécessité d'aborder la thématique citoyenne et acceptabilité, on souhaite justement avancer sur la thématique autoconsommation collective. Et donc, EUCF était à ce moment-là un bon moyen de mêler ces deux plans d'action, avec d'un côté la partie énergie renouvelable, et puis de l'autre côté l'implication citoyenne, pour pouvoir travailler sur cette notion de réappropriation aussi. Donc, c'était un moyen d'expérimenter un système qui nous semblait finalement innovant, puisque pour le moment assez peu développé en France. Et puis de joindre à ça cette idée collectif citoyen qui sont aussi évidemment des consommateurs de l'énergie verte et locale. Donc, le principe aujourd'hui qu'on avait proposé, c'est d'avoir une production en circuit court pour cette électricité. L'ambition aujourd'hui de ce concept d'investissement, c'est de venir couvrir un grand nombre de places de parking avec des ombrières photovoltaïques. Ombrières qui, lorsque cela est possible, pourraient être accompagnées de bornes de recharge pour véhicules électriques. Et on joint à ça des installations, là aussi, lorsque c'est possible, sur de la toiture, donc avec plutôt des installations, je dirais, entre guillemets, petite et moyenne taille, de façon à, c'est ce qui avait été abordé tout à l'heure, obtenir un modèle économique qui soit quand même réplicable à l'échelle du territoire. L'idée aussi, c'est, comme je le disais, de pouvoir avoir une forte implication citoyenne, avec ce qu'on appelle les CEC, les communautés énergétiques citoyennes. Et je l'ai dit du coup tout à l'heure, il y a plusieurs intérêts, l'acceptabilité, la réappropriation de l'énergie, mais aussi évidemment un intérêt économique sur le moyen, court ou même long terme, ce qui permet de participer à la lutte contre la précarité énergétique. Concernant notre état d'avancement,
comme je l'ai dit, je crois tout à l'heure, hein, nous, Grand Poitiers, on a fait le choix de faire appel à un prestataire pour nous aider à réaliser le concept d'investissement. Donc, on a lancé une consultation d'entreprise qui a reçu quand même beaucoup d'intérêt de la part des entreprises. On voit que c'est une thématique qui est en train de monter, hein, y compris côté privé. Donc, notre souhait à travers cette consultation, hein, c'est de pouvoir trouver, je dirais, une assistance à maîtrise d'ouvrage qui puisse nous aider à la fois techniquement pour analyser les potentiels qu'on peut avoir sur le territoire sur ce type d'installation, nous accompagner aussi juridiquement, hein, puisque la création de ce type d'installation va nécessiter d'avoir des entités juridiques pour porter les projets. Hein, pour ceux qui connaissent un petit peu la thématique, hein, en fait, on a besoin de créer des personnes morales organisatrices, hein, les PMO, pour pouvoir avoir la gouvernance sur des installations photovoltaïques en autoconsommation collective. Hein. Donc, une partie juridique qui est quand même forte et nécessaire. Qu'on puisse aussi nous accompagner sur la meilleure façon d'obtenir un modèle économique qui soit viable pour tous les acteurs et globalement pour le projet. Et puis, comme on l'a vu aussi, hein, un accompagnement sociologique qui permette de viser et de favoriser l'implication et la sensibilisation des citoyens et de nos partenaires. Une petite faute de frappe, mais de nos partenaires. Du coup, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que lorsqu'on a fait la consultation, et c'est ce qu'on espérait finalement, hein, c'est qu'on fait quand même appel à il y a beaucoup de réponses avec des groupements d'entreprises, puisque ça fait appel à des compétences qui sont quand même assez différentes. Donc on se retrouve avec généralement des groupements qui contiennent à la fois des bureaux d'études plutôt techniques, énergétiques, et qui se font accompagner par justement des cabinets d'avocats ou des entreprises spécialisées justement sur le financement et l'accompagnement des collectivités. Donc l'idée évidemment, hein, c'est de pouvoir, suite à cet accompagnement, pouvoir rédiger le concept d'investissement, hein, dans sa version initiale pour octobre. Comme le disait Madame Lestrade, moi je la rejoins complètement là-dessus. Il y a quand même un délai qui passe vite. Hein, donc effectivement, si on a un conseil à apporter en plus, hein, même si en grande majorité, hein, c'est ce que je disais, ce que vous a dit Madame Lestrade est complètement vrai. En tout cas, nous on rejoint ce point de vue-là. Il y a quand même un délai qui court vite, donc nécessité d'anticipation. Et puis de disposer des moyens techniques, humains, pour pouvoir respecter, hein, tout simplement le planning qui est quand même assez serré. Voilà, je n'avais pas forcément d'autres choses à ajouter dans l'immédiat. Merci beaucoup Yann Chauvin pour cette présentation. Je vais regarder le chat que je n'ai pas pu consulter. Ah oui, il y avait une question sur l'aspect, la candidature est-elle à soumettre en anglais? Roger Liu l'évoquait, il y a quelques éléments qui sont à fournir en anglais, hein, mais sinon, les documents demandés, par exemple, hein, sont en français. Ah oui, c'était... Pardon, oui, Roger Non, Liu. la candidature, c'est le concept d'investissement qui est en français. La candidature s'est fait en anglais et les modèles, il y a des modèles de tous les annexes à fournir. Par exemple, le résumé du plan climat, il Oui, en est mis anglais. à disposition aussi en ligne. Donc, il y a très peu de rédactions. Il faut vraiment juste afficher les objectifs quantifiés. Donc, le résumé, c'est vraiment un résumé quantitatif, quoi. Donc, mais ça reste, tous ces annexes-là, ils sont en anglais. Donc, il y a peu des éléments, je pense, à l'exception du plan climat lui-même, qui peut être soumis en français, mais le reste, c'est en anglais. Oui, et puis,
Oui, Claire, vous faisiez une précision sur la façon dont est utilisée la subvention et à qui revient la subvention dans le partenariat finalement, hein, porté par le projet. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans le fil de discussion. Est-ce que certains souhaitent malgré tout prendre la parole? Une question. L'ordre de grandeur en termes de puissance photovoltaïque était-elle indiquée dans la candidature? Alors oui, on l'avait indiqué, hein. En fait, on avait indiqué plutôt non, je vous dis une bêtise, il y a bien en fait la taille de l'investissement donc en termes financiers, et il y a aussi la puissance correspondant justement à cet investissement, ainsi que la production d'énergie et les économies en CO2 générées par les investissements. Donc finalement, toutes ces informations-là, elles sont à présenter au moment de la candidature. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions, hein, alors oui, y a-t-il un engagement en termes d'investissement effectivement réalisé? Non. Il n'y a pas un engagement, mais je peux vous donner un peu plus de détails. Mais les investissements, il n'y a pas, comme ça peut être le cas dans ELENA ou PDA, si vous ne générez pas les investissements dans un temps précis, vous devez rembourser l'argent. Mais ce n'est pas dans le cas de UCF, et c'est pour ça aussi qu'ils sont très... ils regardent les candidatures de très près pour s'assurer que les modèles que vous proposez soient effectivement atteignables, parce que sinon, s'il y a quelqu'un qui essaie de juste récupérer la subvention et pas engager les investissements derrière, bah, ils essayent d'éviter ça au plus possible. Une autre question concernant le montant d'investissement de Grand Poitiers dans son projet. Entre la première et la deuxième candidature, il y avait sans doute oui, une différence. Ouais, j'ai pas l'ordre de grandeur de l'investissement qui était proposé à la première candidature. Sur la deuxième, on était à quand même 35 millions. 35 millions. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Juste si je peux Oui, bien sûr. demander Bien sûr, à bien sûr. Diane, s'il vous plaît, les 30 millions d'euros, vous les avez affichés à quel horizon? Juste l'investissement, c'était dans quelle période est-ce que vous avez donné pour générer ces investissements? Votre micro est coupé, Yann. On ne vous entend pas. Excusez-moi. Oui, alors je ne sais pas si... C'est vrai que ce n'est pas moi qui ai rédigé la candidature. Est-ce qu'il y a un engagement sur la date butoir? Pas forcément un engagement, mais je pense que ça peut être juste pour illustrer quoi que. Ouais. Alors j'ai pas, je suis désolé, je vous dirai une bêtise, j'ai pas l'information en tête. Après, l'idée quand même, c'est que pour vous donner un élément de réponse, c'est que cette candidature elle est faite aussi dans le sens de notre PCAET, qui lui nous donne notre ligne de conduite à 2030, horizon 2030. Oui, c'est possible que ce soit calé dans ce sens-là alors. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres commentaires, Rogelio, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je veux juste vraiment remercier à Claire et Yann parce que c'était des super interventions. Je pense qu'elles illustrent très bien c'est très précieux. l'autre côté de la candidature. Moi, j'essaie d'accompagner au plus possible les personnes qui m'approchent, mais ça ne vaudra jamais autant que l'expérience du vécu.
Donc, merci encore C'est effectivement de extrêmement partager ça avec précieux. nous. Et j'espère aussi que c'est un élément de motivation pour les collectivités présentes, hein, pour se positionner sur ce dernier appel à candidature, hein, dans le cadre de cette phase pilote, hein, de UICF. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va, on va clôturer la session. Simplement rappeler que effectivement on vous transmettra les supports. Vous aurez également le lien pour visionner de nouveau cette session. Vous dire aussi que, puisqu'on l'a abordé, le 4e appel à projet devrait être publié autour de la mi-mai. On organisera une nouvelle session d'information à la suite de la publication de ce dernier appel à candidature, hein, et je peux d'ores et Avec tous les déjà vous détails. communiquer. Oui, on reviendra effectivement sur le détail de cet appel à candidature, et vous dire d'ores et déjà que la réunion est fixée au 24 mai au matin. On vous transmettra une invitation et l'ensemble des informations nécessaires. Remercier une nouvelle fois Claire Lestrade et Yann Chauvin pour leur participation et leur intervention. Et voilà, vous dire à bientôt. Pardon? Oui, il y avait une Oui, prise oui. de parole. Oui, excusez-moi, oui. Marc Oui, Denis, bonjour. Radio Pampas. Bonjour. Oui, bonjour. En quelques mots, est-ce que vous pourriez nous dire pour les autres lauréats sur quel sujet, quel thème ils avaient travaillé, si vous le savez? Oui, Rogelio, peut-être, oui. oui, c'était aussi un projet photovoltaïque et aussi un autre projet de rénovation des bâtiments. Donc, le Havre, c'était le projet de photovoltaïque. Je ne peux pas vous donner, je n'ai pas plus de détails que ça, mais dans la ville de Lyon, c'était la rénovation dans le cadre de leur schéma directeur de leur patrimoine de la commune, quoi. Peut-être ajouter, les autres lauréats n'étaient pas disponibles pour cette session Oui. d'aujourd'hui. On tentera peut-être, hein, Rogelio, On va tenter pour le 24 mai. Oui. Voilà, d'avoir un ou deux témoignages pour la prochaine réunion, hein. Ça apportera aussi, bien sûr. je pense, des éléments utiles aux collectivités intéressées. Okay. Oui, excusez-moi. Oui, bien sûr, oui. Oui, vous parlez patrimoine public sur Lyon. Éventuellement, est-ce qu'il est possible d'avoir les contacts des gens qui ont suivi les dossiers pour qu'on puisse, sans attendre le 24, parce que le 24, pour répondre à partir de mai-juin, c'est un peu court. Il serait possible d'avoir les contacts des gens? Je peux leur transmettre votre contact et que eux, ils pourraient vous contacter. Moi, je ne peux pas transmettre leurs contacts comme ça dans le cadre du point de contact national. Je ne peux pas donner des contacts comme ça, désolé. Merci. Je vous en prie. Donc, je clôture cette session. En vous remerciant, hein, pour votre participation et votre contribution. Et puis, à très bientôt. Et bien sûr, dire que je reste, et Rogelio aussi, hein, à votre disposition pour toute information dont vous auriez besoin relatif à ce dispositif. Oui, c'est Monsieur Denis qui veut le contact de Oui, Lyon, Marc c'est ça? Denis, Ok, effectivement. ouais, d'accord, je note juste. Je te transmettrai ses coordonnées mail. Ça marche, ok, merci. Excusez-moi. Oui. Pardon, j'ai encore une autre question. Est-ce que vous pouvez partager votre PowerPoint, s'il vous plaît? Bien sûr, on vous transmettra, hein, le support. Hein, ok, avec la vidéo. Exactement, avec le lien vidéo. D'accord, ok, parfait, merci. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir, merci à toutes et tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci pour cette présentation, au revoir.